Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast lecture. Nous allons un tout petit peu changer les podcasts lecture, mais vraiment un tout petit peu. Ces derniers temps, je vous ai envoyé des petits messages dans la partie communauté de cette chaîne pour avoir votre avis sur différents sujets, voilà, et puis pour vous informer du fait que j'allais changer un peu parce que je vais mettre en ligne 3 vidéos par semaine et non plus 4, voilà, et ça va se traduire par un petit changement de ces podcasts lecture, dans le sens où je ne mettrai plus mon avis lecture, je ne vous parlerai plus de mon avis sur 4 livres, mais je vous parlerai de mon avis sur 5 livres, voilà, donc ça va, c'est pas un changement énorme, ça va donner des vidéos un petit peu plus longues, mais c'est surtout que moi ça me permettra de faire un petit peu moins aussi de vidéos. Alors c'est pas énorme, je le verrai seulement au bout de quelques vidéos, mais c'est aussi parce que j'ai énormément de contenu à vous partager. Et plus je vous en partage et moins c'est regardé, donc il va falloir que je fasse quelques modifs. Voilà. Il y a des gens qui ouvrent une chaîne et ils savent pas comment la remplir, ils savent pas quoi mettre. Moi j'ouvre une chaîne et autant de temps après, quasiment 7 ans après, j'ai encore trop de choses à partager et voilà. C'est la même chose sur mon compte Instagram. Mais bref, c'est pas grave. Donc je vais vous parler de 5 livres et je continuerai comme ça. J'essaierai encore une fois de si possible regrouper par thème et compagnie. Bon là en l'occurrence ce sera pas le cas, mais du coup j'ai été à fond dans la diversité parce que on a des livres très différents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de mon t-shirt de la marque Muse. Lectrice de mère en fille, ce qui me convient totalement puisque ma maman lit beaucoup et mes filles lisent beaucoup. Mon fils lit aussi, mon mari lit aussi, mais voilà, là on est lectrice de mère en fille. Si ça vous intéresse d'avoir un code promo sur la boutique Muse qui fait des super t-shirts, vous pouvez utiliser le code promo triple L de MAG en majuscule et tout attaché, ce qui vous permet d'avoir moins 15% sur votre commande. Voilà, je mets un lien en barre d'infos, donc c'est une collaboration commerciale puisque le t-shirt m'a été offert, mais je ne suis pas rémunérée sur les achats que vous ferez. Voilà, en toute transparence. Eh bien écoutez, c'est parti, c'est parti. Alors, les livres dont je vais vous parler. Ils sont là, on a, oh là. Voilà, on a différentes sortes. Alors, ce que j'aime bien, bon, je vais pas mettre ça comme point commun, quand même, mais j'aime bien parce que on a un espèce de verre, voilà, qu'on retrouve un peu là. Alors là, c'est un autre type de verre, mais on retrouve un peu là, et puis ici, voilà. Alors, c'est pas des couvertures vertes, c'est pas des couvertures bleues, mais je trouve, alors si le focus est fait, voilà, je trouve cette pile très harmonieuse, en fait. C'était un détail, on est d'accord. Alors, plus en détail, on a un livre de Karen Ponte. Si vous me suivez, vous vous doutez que je l'ai écouté en audio. On a le tome 4 d'une série que j'ai beaucoup aimé. La série, le tome 4 un petit peu moins. En revanche, un tome d'une série que j'adore et celui-ci, il était excellent, excellent, excellent. Livre historique. Alors, on pourrait presque se dire qu'il y a un petit côté polar dedans, mais je vais vous en parler. Très bon. Et dernier tome d'une série nordique que j'ai beaucoup aimé, L'énigme de l'âge Tuga. Excellent tome, pas mon préféré, mais il était quand même très très bon. Alors, je commence avec des si et des peut-être de Karen Ponte. C'est un livre que j'ai écouté en audio via Nextory. Je vous rappelle que vous avez un lien en barre d'infos qui vous permet d'avoir 45 jours offerts sur Nextory, livres audio compris, mais il y a des livres numériques, etc. Vous savez, je vous en parle depuis suffisamment longtemps, il y a plein de choses sur Nextory. Alors, ce livre de Karen Ponte, il était super bien, j'ai beaucoup apprécié l'écouter. Bon, j'arrête pas de me répéter, mais j'adore, plus je lis des livres de Karen Ponte et plus je les adore. Et en plus, c'est extra en audio parce que, en fait, j'arrive à rester concentrée même si je conduis. Voilà, en très résumé. Les livres audio, pour moi, c'est principalement dans la voiture.
J'ai déménagé au mois de mars, j'ai moins de temps de trajet que ce que j'avais avant, donc j'ai moins de temps d'écoute audio, mais j'en ai encore, hein, je passe pas non plus à un trajet d'un quart d'heure, j'habite en région parisienne, je travaille juste à côté de Paris, donc et j'y vais en voiture, donc voilà, hein, il me reste encore un peu de trajet, donc j'écoute encore des livres audio, mais ils traînent un peu plus longtemps sur la durée par rapport à avant. Donc je les écoute principalement quand je conduis, et puis bah il y a des fois où je suis un petit peu moins concentrée sur mon livre audio quand je conduis, ce qui est assez embêtant. Donc ça m'arrive de partir en arrière en fait dans l'écoute pour justement rattraper l'histoire, voilà. Ça dépend des moments aussi, parce que ça va dépendre de comment ça se passe au travail en ce moment, comment ça se passe avec les enfants, etc. Et les livres de Karen Pont, en fait, j'arrive à rester accrochée dans l'histoire. Je sais pas comment elle fait, mais elle a un pouvoir magique. Je décroche pas, en fait, je ne décroche pas, même quand je conduis, même quand je suis prise dans un bouchon, dans un truc compliqué, je reste dans mon histoire. Ça veut pas dire que je conduis mal non plus, mais vraiment je suis toujours très bien dans ces livres. Donc là, avec des si et des peut-être, on suit plusieurs personnages, et notamment le personnage de Maxine, qui est professeur de français et qui a une vie qui lui convient globalement, mais qui pourrait être mieux. Et puis elle aime bien se poser quelques questions aussi. Alors ça peut paraître agaçant dit comme ça, mais en fait c'est un régal de suivre Maxine qui se pose différentes questions. C'est un personnage qui est vraiment très attachant. Elle vit en colocation avec une amie, et puis elle a plein d'amis et tout dans son entourage qu'on apprend à connaître et qui sont assez sympathiques aussi. Et Maxine, une de ses caractéristiques, c'est, comme le titre de ce livre l'indique, c'est qu'elle se pose des questions sur comment aurait pu être telle situation si il s'était passé telle ou telle chose. Donc, ça peut mener loin, parce que voilà, on pourrait ne pas s'en sortir avec ce style de réflexion. On pourrait passer notre temps à remettre en question toute notre vie, etc. Donc c'est rigolo, et puis c'est des questions qu'on peut se poser, même si j'avoue que de mon côté je suis pas trop de ce style-là à chaque fois à me dire mince, si j'ai fait ça, peut-être que c'est à cause de ça qu'il s'est passé ça, alors que si j'avais pris une autre décision, enfin non, c'est pas trop mon style, même si forcément ça arrive à tout le monde de se poser des questions et de se dire tiens, si en fait j'avais plutôt fait ce choix-là sur des choses assez importantes, ce choix-là au lieu de celui-ci, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, ou voilà, enfin ça c'est le style de question qu'on peut se poser, mais sans que ça nous bouffe au quotidien. Là, Maxine, ça va loin. Et puis, à un moment donné, il y a un tournant dans cette histoire auquel on ne s'attend pas du tout, qui est très rigolo, qui va justement très bien avec l'histoire, et pour le coup, ça nous fait encore plus réfléchir. Donc, elle se trouve dans une situation très rigolote pendant un nombre de pages, pendant une partie du livre, et j'ai bien aimé, c'est marrant que l'autrice ait fait ça en fait. J'ai trouvé ça assez original, voilà, c'était très rigolo, et puis voilà, ça va répondre à certaines de ces questions quelque part, et puis moi je vous dis, ça derrière, je me suis prêtée aussi au jeu et d'imaginer certaines choses qui auraient pu se passer. Voilà. Bon. Je peux pas vous en dire davantage. En tout cas, c'était une excellente lecture audio. J'ai bien apprécié. Et puis voilà, avec l'écriture de Karen Pont, c'est toujours hyper fluide. Les mots sont toujours d'une sacrée justesse. Les personnages, ils sont super bien décrits. Enfin voilà, il y a... c'est des personnages qui paraissent à chaque fois humains. C'est pas des personnages tout blancs, tout noirs. C'est toujours des personnages avec beaucoup de nuances, avec toujours des réflexions pour les personnages féminins qui me parlent
beaucoup. Et même des personnages qui auraient pu me paraître antipathiques par certaines caractéristiques, ils deviennent quand même attachants. On arrive à les comprendre et les réflexions des femmes, à chaque fois, moi je trouve que c'est vraiment extrêmement juste. Et voilà, enfin, Karen Pond, c'est vraiment une autrice que j'aime énormément. Et si vous la connaissez pas encore, allez-y, mais je crois que je suis vraiment l'une des dernières à la découvrir. Et il m'en reste à découvrir, il m'en reste, alors, là j'en ai 2. Pour des éventuels prochains livres audio. Un merci de trop et tu as promis que tu vivrais pour moi. Voilà. Je ne sais pas lequel j'écouterai en premier, mais en tout cas, j'ai encore ces deux-là à découvrir. Puis petit à petit, je commencerai un petit peu à être à jour. Il me manquera, après cela, peut-être qu'il me manquera encore 2 ou 3. Et ce sera bon, hein. Donc c'est pas mal, j'ai rattrapé mon retard. Donc voilà, c'était avec des si et des peut-être de Karen Pond. Je continue avec L'île des damnés d'Angelina Delcroix chez Hugo Thriller. C'est un tome 4, comme je vous le disais, je vous ai parlé des 3 premiers tomes il n'y a pas très longtemps. Le premier tome, il est sorti chez Pocket et les 2 tomes suivants sont sortis chez France Loisirs dans la partie Nouvelle Plume. Et c'était pas évident de les trouver. Enfin, le tome 3, en plus, je l'ai eu qu'en grand format alors qu'il existe en poche. Voilà. Mais je tenais vraiment à lire cette série. Déjà, parce que j'avais déjà rencontré l'autrice et que j'avais envie de lire ses livres. Ensuite, parce que je suis partenaire Hugo Thriller et qu'on m'a proposé en service presse ce tome 4. Donc, on me l'a proposé en service presse et en parallèle, j'avais acheté Angelina Delcroix le premier à un salon. Donc, voilà, du coup, avec le 1, le 4, j'ai acheté les 2 et 3 et j'avais plus qu'à croiser les doigts pour apprécier la série. Je vous l'ai déjà dit, le premier, je l'ai bien aimé, mais ça m'a donné envie de lire la suite, mais sans plus. Le deuxième, j'ai trouvé excellent. Le troisième, j'ai trouvé encore plus excellent. Et là, le quatrième, bon. En fait, c'est une série qui me fait penser à la série 93 d'Olivier Norek. Chaque fois, ça me démange de vous le dire parce que c'est un rapprochement qui est particulier. Il faut que je le justifie, en fait. Parce que si quelqu'un a lu cette série-là et a lu la série 93, il va se dire, mais c'est pas possible, elle raconte n'importe quoi. En quoi il y a des similitudes? En fait, c'est parce que dans la série 93, il y a vraiment une notion d'équipe, d'enquêteurs. On suit l'organisation de la police, comment ça se passe dans une enquête, avec des choses qu'on soupçonne pas et qui paraissent vraiment réelles. Enfin voilà, pour moi qui suis pas du tout dans le milieu ni quoi que ce soit, j'avais l'impression que c'était vrai. Et puis voilà, on suit vraiment une équipe de policiers, enfin et dans leurs interventions, dans leur enquête, et j'ai beaucoup apprécié ça. J'avais dans la série 93, j'avais bien aimé le premier, mais voilà, sans plus, mais ça m'avait donné envie de lire les suivants. J'avais trouvé le 2 excellent, j'avais trouvé le 3 encore mieux, et le 4, je l'avais trouvé un peu moins bon, alors selon mes critères, hein, j'ai enchaîné les 4 tomes, et j'aimais ce côté police, enquêteur, alors que le 4, il est vraiment différent, il y a une rupture, mais il y a aussi une rupture dans le temps. Et il y a aussi il y a une rupture dans le temps au niveau de l'enquête, du suivi en fait de notre personnage principal, mais il y a aussi une rupture dans le temps parce que le 4e tome est sorti bien après le 3e. Et donc pendant tout ce laps de temps, on imagine que les personnages ont évolué et on les retrouve dans le tome 4 et ils sont plus forcément en tant d'années, ils ont changé. Bon, moi j'ai enchaîné les tomes, j'ai pas vécu cette grosse coupure. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai dit au niveau de mon avis. Et puis même ce 4e tome chez Angelina Delcroix est différent. Donc similitude avec la série 93 d'Olivier Norek que j'ai en tête depuis un moment. Et là, d'avoir lu les 4 tomes de la série 93 et d'avoir lu les 4 tomes, je me dis mais en fait c'est rigolo parce que je trouve même une similitude dans les tomes et dans mon avis sur les tomes. Là, ce que j'apprécie dans cette série d'Angelina Delcroix, c'est
comme ce que je vous ai dit pour Olivier Norek, c'est que j'aime ce travail d'enquêteur. J'aime suivre des policiers. J'aime le lien entre les personnages. J'aime voir les policiers chez eux, dans leur vie privée aussi, et l'impact que ça a sur une vie privée. Quand on a un appel en plein milieu de la nuit, alors qu'on est papa et qu'on a 2 enfants et qu'on est marié, ça se gère comment dans la famille? Bon, chez Angelina Delcroix, ça se gère pas très bien. C'est un peu compliqué cette vie de famille, mais voilà, c'est quelque chose qu'on suit aussi au fil des tomes et c'est très intéressant. La psychologie des personnages chez Angelina Delcroix, elle est super bien travaillée. On n'est pas sur des personnages tout lisses, hein, pas du tout. Ils ont chacun comme un côté un peu sombre en fait. Mais malgré tout, ils sont attachants, ils paraissent humains, voilà. Ils pourraient paraître un peu bizarres, un peu... à la limite, on va dire, mais en fait non, moi j'adore Joy Morell notamment, qui est un peu le personnage principal et j'adore la suivre, voilà. Le truc c'est que après le tome 3, qui était excellent avec ce travail d'enquêteur, vraiment quelque chose, une enquête qui pourrait paraître classique, sauf qu'en fait, on est sur un schéma classique d'enquête policière en France dans ces années-là, mais le sujet de l'enquête, bon, c'est pas des sujets qu'il y a tous les 4 matins, ou alors j'imagine qu'on le saurait. Bon, donc il y a quand même une certaine originalité si on veut, mais bon, j'aimais ce travail d'enquêteur et tout ça. Là, on arrive sur le tome 4, ce tome 4 est très différent. L'île des damnés, c'est, comme son nom l'indique, c'est une île sur laquelle on a mis, à cause de soucis de capacité dans les prisons, on a mis des personnes pas très fréquentables. Alors, est-ce que c'est indiqué ici? Non, c'est pas indiqué. Ah, c'est pas le même résumé que celui que j'ai trouvé l'autre fois sur internet. Bon, on se retrouve avec un cannibale, enfin globalement des tueurs. Voilà. Des tueurs qui sont un peu sur cette île. Et puis il y a des personnages qui ont été envoyés sur l'île, une psychiatre et puis un agent qui était là pour la protéger. Et en fait, impossible d'avoir des nouvelles de ces personnages-là. Et Joy Morell, elle est dans une phase un peu compliquée. Elle a un peu de mal à croire en la justice, en fait. Elle a l'impression de faire un sacré travail, d'identifier des criminels et qu'après, ils payent peut-être pas assez à la hauteur de leurs crimes. Et voilà, elle est dans une phase un peu de remise en question. Puis voilà, sa vie privée a aussi évolué. Donc, bon, elle est dans tout ça. Et sa N+2 voit ça et lui dit écoute, j'ai une mission à te proposer, mais une mission vraiment secrète, et donc l'idée ce sera d'aller sur l'île. Mission totalement secrète, même son N+1 n'est pas au courant, son conjoint non plus. Donc elle part sur cette île, elle est accompagnée de quelqu'un et elle va devoir retrouver trace des personnes disparues et ça fait froid dans le dos. Enfin on arrive et c'est une grosse partie de l'histoire. Hein. En fait on arrive sur cette île et on n'est pas sur une enquête classique. On a l'impression d'être dans une autre dimension avec des règles totalement différentes. C'est la jungle, c'est enfin voilà, c'est des meurtriers enfermés ensemble sur une île sans règles. Débrouillez-vous, voilà. Donc c'est très particulier. Voilà, donc Joy Morell, elle a peur pour elle à plusieurs moments, elle sait pas à qui se fier, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu le sujet principal. Et puis, bon, par la suite, vers la fin, on aura eu des similitudes avec une enquête plus classique et on verra aussi ses collègues. Mais on était habitués à les voir tous ensemble et bon. Donc, je suis partagée parce que j'aimais bien les tomes 2 et 3. J'ai tellement l'impression de vous dire exactement ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé du tome 4 d'Olivier Norek, mais pourtant j'ai quand même préféré ce tome 4 au tome 4 d'Olivier Norek. Hein. Mais bon, donc moi j'ai beaucoup aimé le 2, énormément aimé le 2.
j'ai encore plus aimé le 3, le 4, je me disais, waouh, ça va aller jusqu'où en fait, ça va être encore meilleur. Donc déçue parce qu'il y a une rupture et j'avais pas envie. Alors autant je vais vous dire pour Camilla Grébeux, à la fin de l'épisode, je vais vous dire, j'adore parce qu'elle se renouvelle à chaque tome. Ouais, mais là, Angelina Delcroix, elle se renouvelait pas à chaque tome. Et ça me dérangeait pas qu'elle ne se renouvelle pas. J'aimais bien, je voulais rester dans la même chose. Et là, c'était différent. Donc, voilà, ça c'était un peu dommage, peut-être pour donner un second souffle, peut-être pour plein de raisons différentes, mais j'aurais bien aimé rester sur le schéma habituel. En revanche, il y a quelque chose que j'ai bien aimé. C'est que, en fait, le fait d'emmener des personnages sur une île avec des règles différentes, sur une île qui paraît particulière en fait, hein, où on peut faire confiance à personne. Bon, ce schéma-là, je l'ai déjà vu. Voilà, des enquêtes avec où on met des personnes sur des îles et on se pose 50 000 questions, y compris est-ce que l'île existe vraiment? Est-ce qu'ils sont pas dans, je sais pas, un truc, un jeu, je sais pas quoi. Enfin, tous ces trucs-là, c'est bon, j'ai vu. J'en ai vu plusieurs, en plus j'en ai vu plusieurs avec des dénouements similaires. On se dit waouh, trop bien, on a eu le lecteur, sauf que quand on a lu une fois ce truc là, après on se dit c'est bon, je connais je me ferai plus avoir. Et effectivement la fois suivante quand on lit une histoire similaire, on se dit on connaît le dénouement et on connaît le dénouement, enfin bref. Je craignais ce côté là, parce que je me disais c'est pas possible, elle a dû écrire ça à la période où il y en a eu d'autres. Je vous citerai pas les auteurs parce que là avec ce que je vous dis, ça donne l'impression que je vous ai dévoilé certaines choses, mais bon, bon, du coup, ça, déjà que j'accrochais un peu moins que les tomes précédents, si en plus c'était pour me servir l'histoire à la mode de ces derniers temps, avec le dénouement à la mode, où on se dit, waouh, on a tellement réussi à avoir le lecteur, sauf que le lecteur, il se fait avoir une fois dans un livre de ce type-là et après plus jamais. Genre un dénouement à la Agatha Christie. Vous imaginez si Agatha Christie, dans chacun de ses livres, elle avait mis un dénouement du style Le Crime de l'Orient Express. Bon, c'est bon, hein, on a vu le truc une fois, on n'a pas besoin de l'avoir à chaque fois. Hein. Donc j'avais peur de ça, et c'est pas le cas. Donc ça, j'étais contente. J'étais contente parce que vraiment j'arrivais, je vous dis, bon, le début, le premier tiers est très rapide, le dernier tiers est très rapide. Le tiers restant au milieu, c'est un peu plus lent. Hein, puis passer un peu ma déception, entre guillemets, du fait que ce soit pas le même style. Enfin bon, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc, bon, si en plus j'étais tombée sur un même dénouement, ça m'aurait un petit peu ennuyée. C'est pas le cas, tant mieux. Et le dénouement était bien. J'ai bien aimé la fin. Voilà, juste déception de ne pas avoir été encore au-delà du tome 3 et rester sur ça. Ce qui est curieux, c'est que les tomes 2 et 3 fonctionnent vraiment ensemble en fait. Parce qu'on a une affaire dans le tome 2 qui se poursuit dans le tome 3 comme une sorte de fil rouge. Et là, c'est pas le cas en fait. C'est pour ça que aussi j'étais convaincue de retrouver ce schéma-là, c'est que le fil rouge, il n'était pas terminé. Et là, on parle plus du fil rouge. Après, il y a quand même d'autres choses, c'est que sur une même série, il y a eu 3 maisons d'édition différentes. Alors, je sais plus quelle était la maison d'édition en grand format du premier, mais en tout cas en format poche, c'était chez Pocket. Ensuite, Nouvelle Plume chez François Zir, là chez Hugo Thriller. Bon, est-ce que au final le dernier tome a été aussi écrit pour un peu faire une petite rupture avec les tomes précédents, pour avoir pour que ça puisse être lu comme un one shot, mais en fait, c'en était pas totalement un. J'en sais rien, j'en sais rien. Il y a plein de secrets comme ça certainement, mais bon, voilà. J'aime cette autrice, je suis très contente de l'avoir découverte. J'en ai encore d'autres à découvrir, des one shots pour le coup. J'en attendais plus de celui-ci et j'ai pas eu, donc c'est dommage. Voilà. Je passe à Promesse de Jussi Adler-Olsen, qui est un tome 6 et... Donc je le dis tout de suite, c'est une vraie suite. Voilà, donc il faut avoir lu les tomes avant, parce qu'il y a des choses qui sont rappelées, et l'auteur ne s'embête pas à rappeler, à dire résumé des épisodes précédents, il s'en moque. Pour lui, vous avez lu les tomes dans l'ordre, et voilà, ils ont été publiés en France dans l'ordre, a priori, donc ça simplifie les choses. Est-ce qu'il peut être lu quand même, indépendamment des autres? Parce que vraiment, cette question, je l'ai 150 000 fois, et je vais vous dire à chaque fois la même réponse, c'est oui, mais vous perdrez une information importante
importante, quand même toute une partie de l'histoire qui pour moi compte dans une série, c'est la vie privée des personnages et le fil rouge, etc. etc. Voilà, je ferme cette parenthèse parce que je la répète tout le temps. En plus, avec le dernier livre dont je vous parlerai dans cet épisode, je le redirai. Donc c'est bon, on a compris, voilà. Alors, c'est un tome 6 et c'est bien l'un de mes préférés. Encore une fois, on est sur un pavé, 760 pages. Et voilà, 760 pages, c'est conséquent, mais il était très très bien. Il était très très bien. C'est un plaisir de retrouver les personnages. Donc les personnages, c'est notamment Karl Mörk. Karl Mörk, il est à la tête du département V et ce département V est spécialisé dans les cold cases. Donc au niveau de la construction, c'est assez similaire à ce qu'on peut avoir avant dans les tomes précédents, dans le sens où on a Karl Mörk qui est à la tête de son département V, qui va prendre une cold case, qui va s'en occuper avec son équipe assez éclectique. Et en parallèle, on a les méchants, on a les coupables. Alors des fois il est carrément désigné, des fois non, mais on a en tout cas l'endroit où on va découvrir quelques personnages et on se doute que le coupable est l'un d'eux. On va découvrir un endroit particulier où il y a des choses pas très saines qui vont se passer et on va suivre ça et on va bien voir que l'enquête va mener vers ce lieu. Enfin bon, voilà. Donc construction assez classique par rapport à ça. Donc c'est des livres qui sont toujours très riches. Bon, 760 pages, on l'a dit, mais c'est toujours très bien documenté, très bien recherché. L'auteur à chaque fois s'attaque à des sujets différents en fait. On n'est pas juste sur une enquête, point, non. On va gratter sur des sujets à chaque fois. Et là, en l'occurrence, on va être avec des sectes, voilà. Et en fait, c'est peut-être l'un de mes tomes préférés parce que je me suis sentie baladée, mais tellement baladée pendant toute ma lecture. Voilà, j'avais du mal à savoir à qui me fier. Et ça a été loin parce que on suit justement nos personnages depuis le début. Donc on suit Karl Mörk. Dans son équipe, on a Assad et Rose. Alors Rose, on sait déjà des choses sur elle. On connaît déjà des choses sur sa vie. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à savoir, j'en sais rien, mais franchement, on sait déjà beaucoup de choses. Hein. C'est pas des personnages tout lisses du tout, hein. Donc voilà, il y a des choses à savoir sur ces personnages. Rose, on sait pas mal de choses. En revanche, Karl Mörk, on a l'impression qu'on sait, et Assad, on sait qu'on ne sait pas. Voilà, on a conscience qu'on passe à côté d'un grand pan de sa vie. Parce que Karl Mörk le dit lui-même de temps en temps, c'est Assad, un jour tu me raconteras ce qui s'est passé, ou Assad va des fois avoir des réactions très surprenantes, et Karl Mörk se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans son ancienne vie pour qu'il soit comme ça? Parfois Assad il fait très doux, très posé, il fait presque pas confiance en lui, je ne sais pas faire et tout ça, puis à d'autres moments il y va fort, il prend les devants même en interrogatoire, il mène son truc, d'une façon très intelligente, très raisonnée et tout ça. Et c'est impressionnant parce que ça va pas avec l'idée qu'on s'était faite du personnage au début. Et donc Karl Mörk exprime aussi, lui aussi, un peu cette surprise. Et donc voilà, on voit qu'il y a des choses, on voit que il y a un truc avec Assad, mais on sait pas quoi. Et en fait, dans ce tome, on nous a pas livré des informations. On n'a pas eu des révélations. En revanche, on met le doute sur des choses qu'on pensait totalement établies, dans lesquelles on avait confiance en fait. Donc là, moi j'ai des doutes. Même Karl Mörk, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je fais confiance à ce personnage depuis le début. Est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre? Parce qu'il y a quelques phrases qui ont été mises comme ça et puis il y a des trucs qui sont peut-être pas si clairs que ça. On suit sa vie privée, enfin oui, si, c'est sa vie privée. On a eu écho avant d'affaires particulières, pas résolues, le concernant. Et là, il y a des choses, des éclairages particuliers. Alors, bon, faut savoir que Karl Mörk, il est loin d'avoir que des amis. Hein. Il a une personnalité qui est pas très agréable, il titille, il va à l'affrontement. Bon, voilà, c'est pas le genre de personne qu'on aime trop fréquenter.
Bon, après, il a ses têtes. Des fois, ça se passe bien avec certains. Mais quand il aime pas quelqu'un, la personne le sait totalement. Et puis, il lui fait pas de cadeaux. Donc, vu qu'il a un peu ses ennemis, on se dit aussi que peut-être que il y a pas mal de personnes qui vont dire des choses négatives, qui vont essayer de compliquer une histoire, qui vont essayer de le charger sur tel ou tel truc, parce qu'ils ne le supportent pas. Hein. Voilà, c'est aussi possible. Mais... ah, ce tome m'a fait douter. J'ai vraiment, comme je vous dis, l'impression d'avoir été baladée par cette enquête, baladée peut-être depuis le début par l'auteur. J'en sais rien, j'ai des doutes. Faut que je lise la suite. Il faut vraiment que je lise la suite. Et le dénouement, il était très bien parce que, comme je vous le disais au début, dans la construction, on a cette partie avec un peu le méchant ou les méchants. On a tendance à se faire un peu une idée du dénouement en se disant, bah on nous l'a déjà dit, voilà, il n'y a pas besoin de me le rappeler, je le sais, je suis en parallèle le dénouement. Ouais, mais des fois c'est pas aussi simple que ça. Et là, en l'occurrence, c'était plus complexe et j'ai apprécié. Voilà, j'ai apprécié ce final. Donc, écoutez, un tome 6, pas d'essoufflement. On continue sur une bonne lignée, sur la même lancée, et ça fonctionne. Et en même temps, l'auteur arrive à continuer à nous captiver en fait, à faire en sorte qu'on reste vraiment bien dans ce tome, parce que on a ces petites révélations, ces petits doutes qui arrivent, et on a hâte de lire la suite pour connaître l'avancée du fil rouge, quoi. Voilà, c'était Promesse de Jussi Adler-Olsen. Je continue avec L'appel des colombes de Martha Hall Kelly chez Charleston. J'avais pas prévu de le lire. J'avais un petit trou dans mon planning lecture. C'est une façon de parler parce que je planifie beaucoup moins sérieusement, quotidiennement mes lectures. Mais voilà, j'avais un moment disponible, plus... comment dire, un moment un peu plus long, et en parallèle, Charleston a fait une super vidéo sur son compte Instagram sur ce livre-là. Et puis en parallèle, encore une fois, j'ai vu l'avis de certaines lectrices Charleston, et notamment l'avis, alors maintenant les avis des lectrices Charleston, c'est à la fin des livres, et il y a un peu moins d'avis aussi, mais là, de Lily's Readings, une vraie pépite, un des meilleurs romans historiques que j'ai pu lire. Et ça a été le déclic final. Donc je suis partie dans L'appel des colombes. Alors la vidéo est bien faite, hein, mais elle ne décrit pas la construction du livre. Elle est, c'est normal, c'est une petite vidéo, un peu teasing sur le livre. On nous montre une partie un peu chronologique. Enfin, on nous décrit le livre de façon chronologique, alors que c'est pas comme ça que l'histoire est racontée. Si bien que j'avais vu la vidéo, je commence le livre et je me dis mais on n'est pas en 1944, en fait, on est en 1952. Bon, mais après on comprend et en fait je résumerai le livre de la même façon que le propre résumé, parce qu'en fait la vidéo elle est faite à partir du résumé du livre, de la 4e, tout simplement. Donc je résumerai le livre de la même façon, mais c'est pas l'expérience que le lecteur a au final. Donc, beaucoup de blabla pour vous dire que c'est un livre historique. C'est le premier livre de l'autrice que je lis, et pourtant, l'autrice est connue, notamment pour le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, qui a eu apparemment un énorme succès. Voilà. Et donc j'ai très envie de lire d'autres livres de l'autrice. Ce livre est inspiré de faits réels. Ça fait froid dans le dos. On va suivre 2 personnages féminins. On est donc sur un roman choral. On va alterner les narrateurs et c'est écrit à la première personne à chaque fois. Et qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime quand l'histoire est écrite à la première personne. Ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit, il fallait que je vous le redise. Donc, roman choral, on alterne entre nos 2 personnages féminins, entre Arlette et Josie. En plus, en parallèle, on a une alternance au niveau de la temporalité. On est sur une double temporalité. Donc vous imaginez la richesse du livre. On suit 2 personnages en parallèle
chacun raconte un bout de son histoire et en plus de ça, on change de temporalité. Ce qui fait que on a soit Josie en 1944, soit Arlette en 1944, soit Josie en 1952, soit Arlette en 1952. Voilà. Ça dynamise et ça rythme énormément cette lecture. On est sur un beau pavé, on est sur un pavé de 679 pages. Je l'ai chroniqué sur Instagram, plusieurs m'ont dit, il me tente, mais j'ai peur du nombre de pages et tout ça. Alors, déjà, et comme toute personne humaine, je vous avoue que quand je vois ça dans ma palle, je me dis que je vais passer plus de temps à le lire que ça. Voilà. Il paraît plus gros. Sauf que, en nombre de pages, c'est pas vrai. Celui-ci comporte moins de pages que celui-ci. Et, en plus de ça, parce qu'il n'y a pas que le nombre de pages, il y a aussi, il faudrait connaître le nombre de mots pour voir comment les pages sont remplies, etc., etc. Mais même en plus de ça, il y a aussi le rythme de l'histoire. Alors, moi, Jussi Adler-Olsen, je ne lis pas si vite que ça. Je suis à un rythme moins important de nombre de pages lues par heure. Là, je l'ai vraiment dévoré, pour le coup. Donc, il y a quand même... il y a cet aspect-là en plus. Voilà. Donc, oui, c'est un livre épais. Mais déjà, il paraît beaucoup plus épais que ce qu'il est. Il paraît beaucoup plus long que ce qu'il est. Et en fait, il se lit vraiment très bien d'une traite et sans difficulté. Et de toute façon, cette construction vient dynamiser quelque part. Donc, voilà, c'est très bien pensé. En toute honnêteté, le premier chapitre, il m'a déroutée parce que on suit Josie en 1952. Et moi, je m'attendais, voilà, j'étais partie pour voir Arlette, Josie, elles sont résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale, je voulais en savoir plus. Ben non, en fait, je vois Josie en 1952. Alors, ça on le sait tout de suite, Arlette et Josie, elles ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qu'on ne sait pas tout de suite, mais on le sait peu de temps après, et c'est dans la 4e de couverture, Arlette et Josie, elles ont été résistantes en 1944, toutes les deux, elles se connaissent à ce moment-là. En 1952, elles vivent très éloignées géographiquement l'une de l'autre, mais elles vont être amenées à avoir une affaire en commun, on va dire. Donc en 1944, résistantes et malheureusement, elles ont été prises dans ce qu'elles ont fait. Elles ont été emmenées dans un camp particulier, mais on est sur la fin de la guerre hein, quand même, hein, mais ça n'empêche que y avait quand même les camps, et donc elles ont pu sortir vivantes. Arlette, elle est marquée par la perte de son fils. Alors non pas perte parce que son fils est décédé, perte parce qu'elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-il vivant ou mort? Et s'il est vivant, où est-il? Arlette vit en France et c'est en 1952, c'est vraiment, je vais pas dire sa raison de vivre, mais enfin quoique on n'est pas loin quand même. Donc voilà, mes préoccupations ce serait tellement trop faible. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'est son quotidien. Josie, en 1952, elle est aux États-Unis. Et en fait, son job, c'est de traquer les nazis. Mais c'est pas comme un acte de résistance suite. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est pour un programme particulier. Vous découvrirez ça dans le premier chapitre. Et en fait, moi, j'ai été un peu déçue parce que, voilà, je m'attendais à des super résistantes, à vraiment des choses très fortes et tout. Et dans le premier chapitre, on a l'impression qu'elle subit un petit peu. Dans le premier chapitre, elle s'occupe d'installer des familles nazies bien confortablement dans certaines petites maisons. Voilà. Alors, c'est pour quelque chose de particulier, il y a une idée derrière, on est en guerre froide hein, en plus, donc si on est aux États-Unis, c'est qu'on est contre l'URSS aussi, et qu'on fait des choses pour que certaines personnes ne passent pas de l'autre côté, et on veut récupérer des infos, enfin voilà. Mais bon, moi je pensais qu'elle allait traquer les nazis comme ça, oui, mais à des fins particulières. Hein.
Et donc on suit nos deux personnages comme ça, et en fait on va pas savoir tout de suite ce qui s'est passé en 1944. On va pas savoir, enfin on comprend qu'elles ont été résistantes, on sait pas les circonstances pourquoi est-ce qu'elles ont été déportées, on sait pas exactement quels étaient leurs actes, on sait pas exactement à quel point elles étaient connues ou pas dans la résistance. Voilà, donc tout ça on le découvre par la double temporalité, par ces fameuses années 1944, et on va même assister à leur rencontre en fait. Ce sont deux amis qui ont vécu des choses très difficiles ensemble, qui, comme je le disais, se retrouvent en 1952 pour un but commun, mais voilà. J'ai adoré parce qu'en fait ce livre mêle plein de choses que j'aime. Ça mêle le roman historique avec 1944-1952. Bien évidemment, je suis un peu plus attirée par la partie 1944, mais sur la partie 1952, on est sur autre chose en fait. 1944, on est sur de la résistance, on est sur la Seconde Guerre mondiale. On a des choses, on entend parler du débarquement, etc. Enfin voilà, on connaît ce côté historique et puis on voit comment c'est utilisé dans le livre. En 1952, on est sur autre chose, on est sur de la guerre froide et là on est sur de l'espionnage en fait. Donc c'est moi mon truc, mais j'aime beaucoup quand même, enfin je préfère la partie 1944, mais j'ai adoré cette partie 1952. Et ça avait un petit côté aventure, ça me fait penser presque à certains Agatha Christie avec un petit côté, aventure, avec les Tommy et tu penses Beresford ou autre. Donc voilà, c'est un côté espionnage, guerre froide, mais la suite de la Seconde Guerre mondiale. La suite parce que pour un personnage, c'est retrouver son fils qu'elle a perdu de vue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'autre, c'est traquer les nazis. Donc forcément, c'est un lien avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc roman historique, roman d'espionnage, roman d'aventure, c'est vivant, ça bouge, on bouge dans... en plus d'alterner de personnages, d'alterner au niveau de la temporalité, on bouge dans le monde en fait. On voyage avec nos personnages. J'aime bien parce que Josie paraît forte et en fait, on va nous montrer des faiblesses. Et Arlette paraît faible. En fait, quand on imagine ce duo, on se dit Josie, elle a vraiment le dessus sur Arlette. Et en fait, Arlette, on va voir des parties très fortes, en fait, vraiment des choses qu'elle a faites et dont on ne peut être qu'admiratif. Donc, j'ai bien aimé ça aussi, donc les personnages super bien décrits. Et puis, moi qui aime les policiers et les thrillers, j'ai été servie parce que on est dans une enquête, enfin, c'est surtout sur la fin, sur le dernier tiers. On est dans une enquête, on est sur un bon rythme, genre thriller, et puis on a un dénouement, comme un roman policier. Et un dénouement, on se dit, ah, bah tiens, je m'y attendais pas, voilà. Donc, très bon sur plein de points. Vraiment, excellent livre. Écoutez, je vais lire d'autres livres de l'autrice, je n'ai plus le choix maintenant. Et je me répète, je vous l'ai dit au début, mais c'est un livre qui est inspiré de faits réels. Donc, voilà, ça prend tout de suite une autre dimension. Donc c'était L'appel des colombes de Martha Hall Kelly chez Charleston que je vous conseille totalement. Et je vais terminer avec L'énigme de la Stuga de Camilla Grebe chez Calman Levy, le dernier sorti. Je l'avais reçu au mois de fin janvier, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. J'imagine qu'il sortira en poche, chez Livre de Poche, comme les 5 précédents tomes. Alors les 5 précédents... Si on fait un petit résumé, on a donc Un cri sous la glace, Le journal de ma disparition, L'ombre de la baleine, L'archipel des larmes, L'horizon de la nuit et ce dernier tome est le 6e, L'énigme de la Stuga. C'est un vrai tome 6, je vous en avais parlé lors de mon avis sur le tome 5. Quand j'ai reçu ce livre-là, je pensais que c'était un one-shot. Beaucoup l'ont lu comme un one-shot. Bon, difficile de trouver des informations, très difficile d'avoir des informations sur c'est une série, pas une série, enfin bref. Et dans le doute, j'ai donc lu tous les tomes dans l'ordre. J'ai bien fait, parce que oui, c'est une série en fait. On retrouve des personnages qu'on connaît dans chaque tome. C'est l'autrice, pour avoir échangé avec elle à Nancy, me disait qu'elle n'aimait pas s'ennuyer. Voilà, et qu'elle avait besoin de se renouveler. Et donc, c'est pour ça qu'elle va changer de personnage, qu'elle va changer de construction, etc., etc.
Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est une série qu'il faut lire comme une série parce que nos personnages ils évoluent, parce qu'on va retrouver un fil rouge et tout ça. Mais des fois, c'est un personnage qui est mis en avant. On a une équipe, on a un personnage qui est mis en avant, et puis la fois d'après c'est un autre, et puis la fois d'après c'est à nouveau le premier, ou alors c'est un autre, et puis voilà, ça alterne. C'est la loterie et c'est rigolo, et moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Elle s'amuse aussi à changer les constructions. Je vous avais parlé de mon préféré qui est l'Archipel des larmes, qui est excellent niveau construction. Elle ne s'interdit rien. Voilà. Parfois double temporalité, parfois non. Parfois 2 personnages, parfois 4, parfois 5. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes, et c'est ça qui fait que ce livre est très riche. Je l'ai dévoré, j'ai lu ce livre au moment où j'avais envie de le lire. En fait, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Je suis dans une phase au niveau de la lecture un peu différente ces derniers temps. Bon, déjà, j'ai eu un retour après les vacances d'été compliqué, très dense au niveau du travail, très dense et très préoccupant. Et enfin dans le sens où esprit pas forcément libre non plus, assez libre pour la lecture le soir, difficile à couper, grosse journée, difficile de couper le soir. Et je suis passée du coup de vacances avec un super bon rythme à un rythme de travail très soutenu, et ça a été vraiment compliqué. Et puis bah écoutez, petit à petit le rythme a repris, puis sur ce rythme assez intense, on a ajouté les réunions de rentrée, etc. Donc il a fallu se réadapter. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à accepter que mon rythme de lecture allait ralentir. J'ai vu les choses un peu différemment, et j'ai tendance maintenant à piocher vraiment au dernier moment un livre parmi une pile de... Alors soit ce que j'ai envie de lire ou ce que je dois lire parfois, hein, parce que c'est un service presse, le livre vient de sortir, parce que je vais à un salon, je vais voir l'auteur, c'était le cas pour l'énigme de l'Ashtouga. Enfin voilà, je pioche parmi une mini-pale en fait, qui évolue. La mini-pale, j'en sais rien à la fréquence à laquelle elle évolue, mais ça peut être, je viens de recevoir un livre, bah paf, il va dans ma mini-pale parce que c'est urgent. Ou alors, bon, bah j'ai été à un salon, je suis allée à un salon, ok, très bien, je voulais voir 3 auteurs et lire les livres avant. Oui, bah en fait, sur les livres, il y en a que 2 que j'ai lus. Bon, bah l'autre, bah c'est pas grave, bah il sort de ma mini-pale et je le remettrai un autre jour. Enfin bon, voilà, donc c'est assez libre. Et donc, donc comme je pioche au dernier moment, je pioche vraiment un livre que j'ai envie de lire sur le moment, et je me retrouve à me dire, en ce moment, c'est exactement le livre dont j'avais besoin. Voilà, je l'ai lu exactement au moment où il fallait. Et ça, c'est absolument pas des phrases que je vous disais avant, parce que avant, j'avais mon organisation qui était faite. Chaque jour, je savais quel livre je devais lire, je m'y tenais. Et donc, je lisais pas le livre dont j'avais besoin, je lisais le livre qui était écrit sur mon planning. Voilà. Alors, l'avantage que ça avait d'avoir un planning comme ça, c'est que je me posais pas de questions. Je finissais un livre et je savais celui que je prenais après. Alors que là, oui, je me pose des questions quand même. Je me dis, est-ce que celui-ci, est-ce que... Voilà. Bon. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai lu l'énigme de l'Ashtouga au moment où j'avais envie de lire ce livre-là. C'était le livre parfait pour ce moment-là. Dans l'énigme de l'Ashtouga, on suit principalement 2 personnages. Alors, on suit un enquêteur qu'on connaît depuis un petit moment, voilà, qu'on suit de tome en tome, qui est un personnage que j'aime bien. Voilà. Un personnage que j'aime bien, qui est très attachant, par son apparence physique, en fait. On décrit ses vêtements d'une certaine façon, on le décrit, enfin, je l'imagine comme quelqu'un de doux, en fait, bah ouais, enfin, c'est un homme qui va se remettre en question, qui va s'impliquer dans l'éducation de ses enfants. Enfin, en tout cas, bon, il a une
vie de famille complexe, mais bon, bref, voilà, il y a plein de choses. Et puis il y a une vieille affaire qui va ressortir pour lui. Il va être amené à revoir Lieke Andersen. Lieke, je ne sais pas si on prononce vraiment comme ça, on va dire que oui. Lieke, elle est placée en détention provisoire. Et elle veut à tout prix retrouver un inspecteur qu'elle connaît, donc notre fameux personnage qu'on aimait bien. Elle veut le retrouver parce qu'elle a vécu quelque chose 8 ans auparavant. Une affaire, une sombre affaire, pas franchement résolue en fait. L'enquête à l'époque, elle n'était pas parfaite. Et elle veut vraiment le voir parce qu'elle dit il n'y a que lui qui pourra me comprendre, qui pourra... voilà. Et donc, ils vont être amenés à se revoir, à échanger. Et donc, bah là, on va savoir petit à petit quelle est l'affaire. Pourquoi Lieke est en détention provisoire, on le sait pas tout de suite. Mais dans ce livre, bah, ça fait un peu comme le livre précédent, on va avoir une double temporalité parce qu'on va voir ce qui s'est passé 8 ans auparavant et le présent. Et en plus, on va suivre nos deux personnages, Lieke, l'inspecteur, et ça va vite mener à une sorte de face-à-face. On va vite avoir ces deux personnages principaux et puis le reste, on va presque en faire abstraction quelque part. Ils vont passer vraiment sur un second plan. Et voilà, moi j'ai trouvé que que le livre, encore une fois, était extrêmement bien construit. Les personnages vraiment très bien construits aussi, très très bien décrits. Et là, on va encore avoir un personnage féminin assez fort avec Lieke, une maman. Une maman qui a 2 fils, voilà, vous allez en savoir un petit peu plus sur les fils. Il s'est passé un drame parce que il y a 8 ans, la meilleure amie de ses fils a été retrouvée morte à une soirée qui était faite chez eux. Les parents étaient là, hein, c'était une soirée même plus organisée par les parents que par les jeunes. Et donc il y a ce drame avec... ouais, pas un final très... Enfin, pas un dénouement... voilà, ce qui s'est passé 8 ans auparavant, c'est pas très clair. Et donc, cette mère vit avec des interrogations. Et voilà, avec des interrogations et on va voir tout ça. Très bien, je vous dis, très bien décrit, etc. Alors, encore une fois, c'est un tome 6. C'est vraiment la suite d'une série. Comme je vous le dis, oui, ça peut bien sûr se lire comme un one-shot. Bien évidemment, oui, vous n'allez pas être dépaysé si vous lisez le one-shot, vous le comprendrez totalement, ok. Mais il vous manque, je sais pas, l'expérience plus, le petit truc qui fait que vous allez encore plus aimer le livre. C'est du style comment on passe d'une note de 8 sur 10 à 9 sur 10 sur un livre, bah, c'est quand on le lit dans l'ordre en fait. Parce que là, derrière, vous allez retrouver un inspecteur que vous connaissez, ça va faire écho avec plein de choses, vous allez le retrouver en plus dans sa vie privée, qui évolue, donc vous êtes content parce que vous avez tout l'historique en tête et vous savez par quoi il est passé, donc vous êtes content d'avoir aussi des nouvelles de sa famille pour ces raisons-là, et voilà, donc tout ça ajoute beaucoup, c'est très agréable, c'est très chouette, et voilà, je me répète, mais j'ai tellement la question, et enfin voilà, pour moi c'est vraiment un excellent tome, donc j'ai qu'une seule hâte, c'est que il y ait encore un tome 7, et comme c'est sa marque de fabrique de faire une série qui se renouvelle totalement à chaque fois, bah, j'espère bien que ce sera à nouveau le cas. Voilà, si elle a peur de s'ennuyer, il n'y a aucun souci, les lecteurs sont là et on a hâte de voir quel a été le moyen pour elle de ne pas s'ennuyer dans son prochain livre. Voilà, donc série totalement trop bien. Donc je ne peux que vous la conseiller, série de polar suédois, et donc dernier tome, L'énigme de la Stuga, Camilla Grebe, qui est une redécouverte pour moi, parce que le tome 2 m'avait un peu moins convaincue, mais je ne l'avais pas lu au bon moment justement. J'avais laissé cette série un peu trop en attente, et là je l'ai reprise d'un coup, et je me suis fait les tomes 3, 4, 5, 6 en moins d'un mois je crois. Et je ne le regrette pas, le seul regret que j'ai, c'est qu'il faut que je laisse ça en attente pour... faut que je laisse cette série en attente parce que je suis à jour. Voilà, c'était l'énigme de la Stuga. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que des livres vous ont tenté. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel ou lesquels. Et puis bah, moi je vous souhaite de très bons moments lecture et on se retrouve très vite. À bientôt.